L'orientation budgétaire au cœur d'un atelier de formation, les parlementaires explorent des méthodes nouvelles pour conduire efficacement les débats en la matière. Et puis les journées pédagogiques organisées en cette veille de la rentrée scolaire vues par Marion Kakpo, le ministre de l'enseignement secondaire, s'est rendu sur le terrain pour prendre le pouls des activités. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. L'actualisation du fichier électoral peut maintenant démarrer. L'opération a été lancée ce jeudi à Boycon par le président du COSLEPI, le Conseil d'orientation de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Plusieurs personnalités politiques de la société civile, des partenaires techniques et financiers sont réunis pour réfléchir à comment mieux conduire l'opération. Le point avec Cyprien Lokossou et Kadel Kakbo. C'est ce séminaire qui a rassemblé plusieurs personnalités politiques, représentants de la société civile, cadres techniques de l'ANT, l'Agence nationale de traitement, qui donne le top de l'opération. Toutes les parties veulent jouer sans faille leur rôle. En acceptant votre invitation pour participer à cet atelier de lancement de l'actualisation du fichier électoral national, je voudrais espérer que nos apports et notre expérience depuis 2013 contribuent à l'atteinte de vos objectifs. Je voudrais, une fois encore, réaffirmer toute ma disponibilité et celle du Conseil économique et social à toute forme d'intervention afin de vous faciliter l'accomplissement de votre mission qui est d'une portée nationale. Nous allons échanger et partager grâce à vos expertises et intelligences averties sur des thèmes spécifiques et adaptés, évocateurs des réalités de ce qu'a été la LEPI pendant 10 ans. Rencontre des Béninois de l'extérieur dans le contexte Covid-19 et enfin projeter les perspectives de la LEPI dans le cadre du code électoral en vigueur. Le fichier électoral national est très attendu pour la prochaine élection présidentielle. Cette rencontre est le creuset qui réunit les différents acteurs pour mieux penser cet exercice délicat selon les propos du président du COSLEPI. Ce fichier électoral revêt un caractère sensible, dynamique et dont la fiabilité dépend du respect scrupuleux des tests en vigueur, de notre engagement citoyen et surtout des fruits de nos échanges durant ces 2 jours que durera le présent atelier. Chers participants, l'actualisation du fichier électoral national est une opération éminemment délicate dont la mise en œuvre appelle à l'élaboration des documents techniques et administratifs, mais aussi à la définition d'une démarche méthodologique qui répond aux exigences légales et prend en compte toutes les propositions susceptibles de garantir l'atteinte des objectifs. En janvier 2021, ça fera 10 ans que la LEPI a été mise en place. C'est donc la dernière actualisation qui vient d'être lancée. Après cette étape, on ne parlera plus de la LEPI, mais plutôt de la LEI, liste électorale informatisée. Alors à présent, dans le mono, là-bas, un atelier de réflexion pour adopter les modes d'organisation du débat d'orientation budgétaire. C'était ce 16 et 17 septembre à Grand Popo. Les députés principaux concernés étaient, pour l'occasion, entourés de cadres de l'unité de gestion des réformes du système des finances publiques et ceux de l'administration parlementaire, mais aussi accompagnés par le programme des Nations Unies pour le développement, James William Bagedi, Jean Obime. Chacun de nous a évalué depuis 7 ans ce que nous faisons. Est-ce que c'est vraiment utile? Après 7 années de pratique assidue, les députés béninois s'interrogent encore sur l'utilité du débat d'orientation budgétaire auquel ils ont désormais coutume de participer. C'est pour répondre à ces questions et surtout contribuer à l'amélioration de la pratique que l'Assemblée nationale et le ministère des Finances ont initié cet atelier de réflexion sur la procédure d'organisation du débat d'orientation budgétaire. Les objectifs déclinés au démarrage des travaux qui se tiennent ici à Grand Popo se rejoignent et se complètent. Identifier toutes les informations préparatoires au débat d'orientation budgétaire
clarifier les délais de transmission et d'étude des documents à soumettre au débat d'orientation budgétaire, mettre en place un mécanisme de suivi des recommandations exprimées lors du débat d'orientation budgétaire et enfin suggérer une procédure d'organisation du débat d'orientation budgétaire. L'organisation de cette formation de 2 jours répond donc à un double impératif, celui de renforcer les compétences des acteurs que vous êtes d'une part et vous initier aux nouveaux instruments pour une contribution qualitative à l'amélioration des projets de loi de finances d'autre part. L'initiative a reçu le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement, dont le représentant explique l'implication. Le Bénin a pris les dispositions nécessaires pour respecter cet engagement tel que préconisé par l'UEMOA et fut même le premier pays de l'Union à organiser en juin 2014 le débat d'orientation budgétaire. Et depuis cette date, ce débat d'orientation budgétaire a régulièrement été organisé chaque année. Une prouesse qu'il convient de saluer. Vos recommandations sont fortement attendues car le PNUD, à travers le projet d'appui au renforcement des capacités du Parlement et des organes de gestion des élections, reste disponible à accompagner les actions de l'Assemblée nationale dans le cadre du renforcement de ses pouvoirs de contrôle. Après la présentation de différentes communications suivies de discussions sans langue de bois, les députés ont exprimé leur désir de faire des prochains débats d'orientation budgétaire autre chose que des formalités accomplies pour se conformer aux directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. En venant ici, nous sommes bien entendu invités pour réfléchir sur la procédure, sur comment organiser. Partant donc de l'expérience des 6 dernières années, on a quand même tiré beaucoup de leçons et ça permet effectivement d'avoir donc de repartir sur une nouvelle base. Si on intègre les propositions qui ont été faites, à savoir les délais de transmission, à savoir le kit budgétaire, c'est-à-dire l'ensemble du paquet, les documents qui accompagnent, je crois que on peut donc affirmer que le rendez-vous donc a comblé les attentes et nous espérons que les prochains débats vont être beaucoup plus enrichis, vont pouvoir être utiles. Pour corriger ce qui s'est passé par le passé, nous avions fait des recommandations pour que le gouvernement puisse envoyer à temps les documents et que la service d'analyse puisse rapidement les marcher en lecture facile pour que l'accessibilité soit au bon point pour les parlementaires. Puisque l'objectif, c'est que le gouvernement puisse prendre en compte nos aspirations pour en faire un tremplin pour le budget de l'État. Toutes ces recommandations ont été ressassées par l'UNACEB, qui est l'unité d'analyse du budget de l'État, qui est donc la cheville ouvrière de cet atelier, qui va faire l'objet d'un guide que nous allons mettre en œuvre forcément pour faire des améliorations par rapport à cette procédure. Le prochain débat d'orientation budgétaire, le 8e de la série, aura lieu en juin 2021. Il sera l'occasion de vérifier si le séminaire de Grand Popo aura été aussi décisif qu'espéré par les participants. Et puis, en marge des travaux de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies, les ministres des Affaires étrangères des pays les moins avancés ont tenu ce jeudi leur réunion annuelle. Cette séance est une occasion pour les ministres de faire le point des progrès réalisés dans leurs pays respectifs. Le ministre béninois des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, par visioconférence, a pris part à cette réunion. Suivez ici son intervention. Depuis 2016, notre pays, le Bénin, met en œuvre méthodiquement les réformes majeures inscrites au programme d'action du gouvernement qui est arrivé aux ODD. Et les efforts déployés ont permis de passer de taux de croissance de 4% en 2016 à 7,6% en 2019 et depuis le début de l'année 2020, de sortir de la liste des 25 pays les plus pauvres de la planète pour intégrer celui des pays à revenus intermédiaires. Le revenu par habitant est passé de $870 à $1 250. Cette croissance économique a été mise au service du développement social, conjointement avec l'initiative spéciale dénommée « Ne laisser personne de côté », dans le cadre du renforcement du capital humain. Le gouvernement de nos pays, le Bénin, est résolu dans la concrétisation et de l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la réalisation d'actions phares qui se traduisent par l'asphaltage, l'assainissement,
l'éclairage des rues de plusieurs villes du pays, l'accès à l'eau potable et à l'énergie, ainsi que des réformes visant à mettre la transformation digitale au cœur du développement. Il convient de souligner que la crise sanitaire mondiale actuelle a eu un impact socio-économique, notamment sur les populations les plus vulnérables. Aussi, le gouvernement du Bénin a-t-il adopté un certain nombre de mesures sociales à travers la mise en place d'un vaste programme de soutien évalué à 200 milliards de francs en faveur des entreprises formelles, des artisans et des petits métiers de service de l'informel et des personnes vulnérables que sont les pauvres et les extrêmes pauvres. À cela s'ajoutent des mesures complémentaires de soutien aux entreprises d'exploitation agricole et aux micro, petites et moyennes entreprises d'un montant de 110 milliards de francs CFA. Dans le domaine de la gouvernance, le cadre juridique et institutionnel est renforcé et les efforts consentis ont permis au Bénin d'améliorer son rang au plan continental en matière de bonne gouvernance, selon le Conseil présidentiel d'investissement et la Fondation Mont Ibrahim. Le rapport Doing Business 2019 classe le Bénin au 153e rang sur les 189 économies évaluées, contre 173e sur 145 économies en 2011, soit une amélioration de 20 points. La lutte contre la corruption est désormais ancrée dans les pratiques de la bonne gouvernance au Bénin. Ainsi, en se hissant à la 85e position, en 2018, le Bénin a gagné 9 places par rapport à son classement de 2011. Grâce aux réformes engagées, le Bénin évolue dans le respect des principaux standards internationaux à travers la mise en place d'outils appropriés, toutes choses favorables au climat des affaires et à la promotion des investissements. Je voudrais renouveler l'engagement politique du Bénin en faveur de l'agenda 2030. Cependant, les performances réalisées par les pays dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action d'Istanbul doivent se poursuivre pour améliorer les résultats en matière de développement humain. Permettez-moi de conclure en rappelant que les PMA ont besoin d'un partenariat international solide et solidaire, car le Bénin est préoccupé par le recul de l'aide publique au développement de ces dernières années, en particulier en direction des PMA et des pays africains. Dans la commune d'Abomey-Calavi, le maire veut définitivement finir avec les mauvaises pratiques. Il est descendu sur le terrain ce jeudi 17 septembre pour constater les situations irrégulières et mettre de l'ordre. Marcela Rossi. Plus rien ne sera comme avant. Cette volonté peut conduire loin si les moyens l'accompagnent. Angelo Arwandinou manifeste un fort désir de transformer sa commune. C'est aussi ce qui pourrait expliquer ces descentes régulières sur le terrain. Ici, c'est le nouveau marché de Tokan dont les travaux peinent depuis à s'achever. On nous avait déguerpis pour reconstruire le marché et nous étions très contentes. Les travaux ont démarré depuis sans plus jamais aller à leur fin. Des parties ont été abandonnées et nous attendions la livraison sans gain de cause. Nous nous sommes plaints seulement hier au nouveau maire. Et déjà ce matin, il est venu faire le constat. Nous avons compris qu'il est vraiment arrivé pour le développement. Les travaux de construction auraient démarré ici sans aucune procédure administrative et le chantier s'arrête parce que non régi par un contrat. Il y a des chantiers qui sont abandonnés dedans. Il y a des chantiers qui sont abandonnés, d'autres qui ne sont pas terminés. Nous avons cherché à savoir nous-mêmes. On a interviewé d'autres entreprises pour dire pourquoi vous ne finissez pas. D'autres ont dit qu'ils n'ont pas eu leur contrat en main. Et que c'est comme s'ils n'ont pas de contrat en main, c'est comme s'ils ont fait chaud là dans le vide. Et qu'ils ont commencé les travaux au temps des campagnes là. Et qu'après, ils n'ont pas eu de contrat. Donc, ils attendent les contrats pour finir les toilettes et puis les boutiques qui sont au bout là-bas. Mais pour ceux les hangars qui sont au milieu, on ne les connaît même pas. C'est ahurissant. Comment ne pas avoir de contrat et accepter conduire les travaux juste à ce niveau et maintenant l'abandonner. Demain matin, les entrepreneurs seront dans mon bureau et nous allons essayer de comprendre ce qui a conduit à un état de choses. L'autre chose, c'est que le marché est délaissé.
les décisions sont prises pour que très vite le marché soit assaini et que la livraison officielle soit faite pour le bonheur de nos populations. De Tokan, la délégation se dirige à Toba. Ici, c'est la voie publique qui s'est transformée en marché. Ils sont têtus. J'ai toujours crié par ici, mais personne ne veut écouter. À l'intérieur du marché, on peut vendre, mais ils veulent toujours occuper la voie. Un autre phénomène évoqué dans ce marché, le rançonnement, que tente de nier le principal accusé. Quand nous restons ici, ils nous soutirent 200 francs. Je les fuis pour aller de l'autre côté, mais il revient me réclamer 400 francs. Je les suppliais et pourtant, ils ne nous laissent pas en paix. Aujourd'hui, l'autorité s'oppose à ces pratiques. Il n'y a pas ce jour-là où nous ne passons pas ici pour dégager les bonnes dames. Mais force est de constater que dès que la police se retire des lieux, elles reprennent encore possession de ces mêmes lieux. C'est une opération lancée aujourd'hui qui sera continuelle dans le temps pour faire respecter désormais la loi. Force doit rester à la loi. Plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant parce que le maire a de grandes ambitions pour sa commune. D'autres pratiques malsaines devraient bientôt disparaître au grand bonheur des habitants d'Abomey-Calavi. Parlons à présent éducation. Le 28 septembre prochain, c'est la date fixée pour la rentrée scolaire 2020-2021. En République du Bénin, les journées pédagogiques organisées à l'intention des enseignants dans le cadre des préparatifs de la dite rentrée se sont déroulées le jeudi 17 et vendredi 18 septembre dernier. Bien sûr, le ministre en charge de l'enseignement secondaire est allé constater lui-même le bon déroulement des ateliers. Le point avec William Aguiar. Nous sommes dans la dynamique d'avoir une rentrée apaisée et les cours vont commencer le premier jour de la rentrée. Au total, 114 sites devraient accueillir 13 987 enseignants repartis dans 468 ateliers. Ce sont les journées pédagogiques d'animation et de réflexion, une activité qui précède ordinairement la pré-rentrée et la rentrée scolaire, malheureusement boudée cette année par bien d'enseignants. Le hic, c'est qu'il y a un niveau d'absence élevé, un taux d'absence élevé au niveau des enseignants. Pourquoi? Parce que, en voulant bien faire, le gouvernement a positionné et viré sur les comptes des enseignants les primes des journées pédagogiques avant l'activité même. Ce qui a fait qu'une fois que les enseignants ont obtenu leur prime, ils n'ont plus senti le devoir de venir à la journée, ce qui est un manquement grave. Une situation qui suscite spontanément une réaction plus ou moins inattendue de l'autorité. Les instructions que j'ai données à cet effet, c'est de prendre la liste des présences pour que nous puissions procéder à la défalcation de cette journée-là des salaires de ces enseignants qui n'auraient pas répondu. Nous comprenons qu'il y a un manque de responsabilité au niveau des enseignants parce que ce n'est pas à cause des primes que la journée est instituée. La journée est instituée pour réfléchir sur certains aspects du système éducatif qui nous imprègne tous. Et pour permettre à ces enseignants d'effectuer le déplacement, il y a des primes qui sont associées. D'habitude, ces primes sont payées bien après, ce qui fait l'objet de plusieurs revendications de la part des centrales syndicales. Mais en voulant bien faire, nous avons d'abord bancarisé ces primes-là et nous avons procédé à leur virement sur les comptes. Mais nous constatons que plus des 2/3 des enseignants sont absents. Les enseignants, du moins ceux qui ont répondu présents, réfléchissent sur la bivalence des enseignants au premier cycle de l'enseignement général d'un côté et sur la formation continue des enseignants formateurs d'un autre côté à 2 semaines de la rentrée scolaire. Ça commence déjà.
Audience au cabinet du ministre de la Communication, Alain Ouroula, reçu dans l'après-midi de ce vendredi les retraités de la presse écrite du Bénin avec à sa tête Noël Alagbada. Au menu des échanges, les objectifs de l'amicale et des questions relatives aux professionnels des médias au Bénin. Suivons ici le président de cette amicale à la fin de l'audience. Cette audience-là a tourné vraiment à une véritable séance de travail au cours de laquelle nous avons eu à échanger avec lui sur, disons, la vie des médias, les problèmes qui se posent et surtout quelle vision nous avons par rapport à nos expériences. Et nous sortons vraiment très réconfortés de cette rencontre avec le ministre qui nous a fait part de sa vision et, disons, des actions qu'il est en train de poser pour que la presse béninoise soit vraiment une presse compétitive et au service du développement du pays. De façon spécifique, nous avons un problème administratif qui est celui, disons, des traitements entre les journalistes de la presse écrite et les journalistes de la presse audiovisuelle. Nous avons, disons, exposé nos préoccupations par rapport à cela. Il a pris bonne note. Et nous avons aussi parlé un peu des pionniers de la presse écrite au Bénin, et qui sont là depuis les années 60 et qui, curieusement, n'ont pas pu bénéficier de leur inscription dans les zones nationaux. Ils n'ont pas eu de décoration, alors qu'ils ont fini leur carrière sans qu'on ne leur reproche rien. Nous avons soumis ce problème-là au ministre, qui a pris bonne note aussi en disant qu'il verra ce qui peut être fait, parce qu'effectivement, ça a l'air d'être une injustice, mais qui peut être corrigée. C'était à l'instant Noël Alagbada, le président de l'amicale des retraités de la presse écrite. Le jeudi dernier, l'État béninois, représenté par le ministre en charge de la culture, a convenu d'un partenariat avec le CCRI John Smith de Ouida, un accord qui trouve du sens dans la convergence de vision entre deux entités. Quant au projet culturel de chacun, le compte-rendu est signé Nicanor Kovi. 3 signatures pour le prix d'un. Le Centre culturel de rencontre international CCRI John Smith a pris ses quartiers à Ouida. Et la signature de cette convention de partenariat le lie davantage à l'État béninois. Et je voudrais dire un grand merci au ministre de la Culture qui a aujourd'hui permis que cette convention avec l'État soit signée, cette convention qui permet désormais au CCRI de bénéficier de l'appui de l'État béninois pendant 5 ans, c'est renouvelable, pour l'animation du territoire de Ouida. Nous avons mis sur pied vraiment la structuration juridique et financière, la solidité du projet avec les différents partenaires, en particulier évidemment ceux qui sont présents aujourd'hui. Donc c'est à la fois la continuité d'un travail, mais aussi une nouvelle étape, et peut-être majeure, je dirais, qui couronne ce travail, qui est la signature avec l'État. Est assignée au CCRI John Smith la mission de réaliser la synthèse entre un site patrimonial d'exception et un projet intellectuel, artistique et culturel exigeant qui lui garantira sa légitimité et son rayonnement à l'international. Le pied pour les autorités locales et gouvernementales. Ce joyau dont bénéficie Ouida ce jour est unique en Afrique. Et donc, vous constatez avec moi qu'une fois encore, Ouida est révélé. Ouida devient le centre, le cœur des arts et de la culture dans le monde. Mis ensemble avec le Musée international pour la mémoire et l'esclavage de Mime, le fort portugais réhabilité, les importants chantiers de réhabilitation des différents sites marquants de la route de l'esclave, le complexe touristique de la Marina près de la porte du non-retour et son imposante réplique d'un navire négrier, le CCRI, grâce à la coopération décentralisée et au réseau des maires francophones, contribuera, à n'en point douter, au rayonnement culturel de Ouida et à la dynamisation des activités touristiques dans la commune.
L'avènement du CCRI John Smith à Ouidah en mai 2020 est l'aboutissement d'un projet démarré en 2011. La cité d'Ekbasse est ainsi placée au cœur de l'attention. La culture et les arts en espèrent désormais davantage. Hors de nos frontières, les obsèques de l'ancien président malien décédé le 15 septembre dernier ont lieu ce vendredi. Au Yémen, précisément à Aden, les ânes remplacent les moyens de transport, tandis qu'aux États-Unis, les applications TikTok et WeChat sont interdites de téléchargement pour cause de menaces à la sécurité nationale. Voici le point signé Christelle Tongodo. Les obsèques de l'ancien dictateur malien Moussa Traoré ont débuté ce vendredi à Bamako en présence du chef de la junte au pouvoir au Mali, le colonel Assimi Goïta et d'autres ex-dirigeants nationaux. Une fanfare mortuaire a marqué l'arrivée du corps dans un cercueil drapé aux couleurs du Mali dans un camp militaire de Bamako survolé par 2 avions. Moussa Traoré est décédé le 15 septembre à Bamako à l'âge de 83 ans après avoir dirigé le Mali pendant 22 ans à la suite d'un coup d'État qui avait renversé en 1968 le président Modibo Keïta qui était au pouvoir depuis 1960. Le décès de Moussa Traoré est survenu dans un contexte de nouvelles turbulences dans ce pays sahélien déjà en proie aux djihadistes. À Aden, dans le sud du Yémen, l'âne reprend du service. Avec la hausse du prix de l'essence, cet animal sert à transporter diverses marchandises. La demande d'âne augmente à mesure que le prix de l'essence et celui du coût de la vie progressent. La vente des ânes m'a aidé. J'ai 9 enfants à nourrir et les prix des produits alimentaires n'ont cessé d'augmenter. En plus, si je cherche un autre emploi, je n'en trouverai pas. Je fais ça depuis 2 ans et demi et grâce à Dieu, j'ai un revenu. Sans lui, on n'aurait pas d'eau. Le prix des ânes a augmenté en raison de la hausse des prix de l'essence. Il a atteint désormais jusqu'à 70, 80 et 100 000 rials et les pauvres ne peuvent pas en acheter. Le prix a augmenté en raison aussi d'une forte demande de cet animal qui est plus utile qu'un humain ou un véhicule. Les applications chinoises TikTok et WeChat sont interdites de téléchargement aux États-Unis à partir du dimanche 20 septembre. L'annonce est faite par le département du commerce américain, citant des menaces à la sécurité nationale. Le même communiqué précise que les interdictions pourraient être levées le 12 novembre prochain. Le Parti communiste chinois a démontré qu'il avait les moyens et l'intention d'utiliser ces applications pour menacer la sécurité nationale, la politique étrangère et l'économie des États-Unis, explique le ministère américain. Les États-Unis mettent ainsi à exécution la menace brandie par le président Donald Trump contre ces 2 applications chinoises dans un contexte de grande tension entre les 2 géants économiques. Washington laisse cependant une porte ouverte à TikTok, application très populaire auprès des jeunes permettant de produire de courtes vidéos avant de lui interdire complètement d'opérer sur son sol. Voilà qui vient boucler cette édition de la mi-journée. Mais cela va suivre. Passez tous un très bon week-end. À demain.